Bonjour, je suis Adeline. J'ai écrit un livre qui s'appelle Mon cancer, quelle chance, dans lequel je parle de la façon dont j'ai fait de l'épreuve une opportunité. Et je suis dans Storytelling. Bonjour et bienvenue dans Storytelling. Quand le cancer frappe, il bouleverse tout. Le corps, l'esprit, la vie personnelle et professionnelle. Mais peut-il être aussi une opportunité de transformation profonde? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Adeline, autrice du livre Mon cancer, quelle chance. À travers son témoignage, elle nous invite à repenser notre rapport à la maladie, à la résilience et à la quête de sens. Mais avant de retrouver Adeline, place à notre partenaire. Vous en avez marre de gérer votre appartement en location courte durée? Vous connaissez Aumône, la conciergerie spécialisée dans la gestion des locations de courte durée. Si je vous disais qu'il s'occupe de tout pour vous, de l'estimation du prix par nuitée, du conseil design intérieur, de la photo professionnelle, de la création des annonces, de la mise en ligne du logement, de la gestion des réservations, de l'entretien du logement, jusqu'à l'accueil et le départ des voyageurs. En clair, une assistance 7 jours sur 7. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et sur YouTube et on vous en remercie. Continuez à vous abonner, à liker, à partager puisque ces actions nous permettent de faire grandir notre média. Bonjour Adeline, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, bonjour. Écoute, tu as une histoire qui est quand même incroyable. J'adore ce sourire, je te vois sourire là, c'est quand même malgré tout ce que tu as pu traverser, tout ce que tu as pu connaître. Ce que j'aimerais, c'est que dans cette interview, on balaye un petit peu ton parcours, tu étais avant, le drame, entre guillemets, le diagnostic qui est tombé, et justement, quelle personne tu es devenue. Donc on va aussi aborder la genèse de ton livre, donc qui s'appelle Mon cancer, quelle chance. Est-ce que y a pas un problème dans le titre? Ah bah, ça c'était le but, c'était d'interpeller. Et puis on va voir aussi les messages que tu souhaites transmettre à travers en fait ton livre et à travers ton histoire. Est-ce que ça te convient? Très bien, c'est parfait. Bon, super. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te demander quelque chose. Si tu repenses à la femme que tu étais il y a quelques années, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? J'aimerais lui dire ralentis, ralentis un peu, pose-toi, sois un peu plus dans la conscience des choses, la conscience de toi-même, parce que tu cours à la catastrophe. Mais voilà, j'étais pas capable de m'en rendre compte à l'époque. Mais oui, là, j'étais quelqu'un qui était hyper active et surtout, alors, on peut être hyperactif et que ce soit ok. Moi, je me rends compte aujourd'hui que je cherchais l'épanouissement et le bonheur sans arrêt à l'extérieur de moi. Je cherchais à être très occupée parce que j'avais un fond mélancolique, j'avais un fond qui n'allait pas bien en fait, mais je ne savais pas pourquoi. Et c'est vrai que souvent je me disais mais tu as tout pour être heureuse, pourquoi tu te sens pas bien? Alors bien sûr que j'avais des moments joyeux, mais il y avait quelque chose d'un petit peu, un fond un peu sourd comme ça, vraiment une mélancolie gluante, c'est comme ça que je l'appelle dans mon livre, et du coup qui me conduisait à faire énormément de choses, à avoir toujours une nouvelle idée d'activité professionnelle, à être tout le temps dans des sorties business, par monts et par vaux, voilà, c'était mon grand délire et puis j'étais maman aussi déjà, voilà, j'ai eu un petit garçon en 2014 qui est grand maintenant et du coup j'ai essayé de tout mener de front. Voilà, je voulais être, à l'époque j'étais entrepreneur, je le suis à nouveau maintenant, mais voilà, et je voulais être la fille parfaite partout. Voilà, la super maman, la super chef d'entreprise et la super conjointe. Et en fait, je vivais avec des idéaux qui étaient complètement inatteignables et ça n'était jamais assez bien. Voilà, surtout, c'est ça qui était fou. D'accord. Donc une vie plutôt bien remplie, ouais. Très remplie. Est-ce que tu avais le sentiment de vivre en pilote automatique? Pilote automatique, je sais pas, un petit peu peut-être. Alors, il devait y avoir de ça. En fait, ce dont je me suis rendu compte après coup, j'étais surtout dans la zone rouge du stress en permanence, mais je ne me sentais pas stressée. Et je trouvais incroyable. Ouais, je trouvais que les gens, justement, étaient un peu des petites natures, tu vois. Quand j'entendais les gens dire je suis stressée, j'étais, oh, ça va, c'est bon. Et moi, je me disais, moi, je gère, je suis pas stressée. Mais non, en fait, j'étais vraiment, je crevais les plafonds dans ce domaine-là. Mais j'avais tellement habitué mon corps à être résistant, fort, à être dans l'endurance, comme ça, tu vois. J'avais fait de la gymnastique rythmique à bon niveau, quand même, donc je faisais de la compétition. Voilà, j'avais été un peu entraînée quand même à tenir bon et puis à être performante et je voulais être cette fille qui réussissait tout le temps.
Donc je m'interdisais, je pense, je me coupais un petit peu de mes émotions et de mes sensations. Et donc il fallait que je performe à tout prix. Donc, comme j'étais très haut dans le stress et que il me fallait toujours une dose supplémentaire pour me sentir encore plus, il fallait encore plus d'adrénaline, ben j'étais toujours en train de chercher de nouvelles sources d'adrénaline, tu vois. Donc c'est ce qui faisait que c'était une course sans fin, quoi. Parce que t'en parles, en fait, justement, de cette période de gymnaste, en Ouais. fait, de sport. T'avais quel âge à l'époque? Ah, j'ai fait ça j'ai commencé toute petite jusqu'à mes 18 ans, de 3 ans à 18 ans, quelque chose comme ça. Ah oui, Ouais. donc c'était Ouais. vraiment Toute une ma grosse jeunesse. période Ouais. de ta vie. Ouais. Et finalement, est-ce que c'est une bonne chose de pousser les enfants Alors c'est Comment marrant. tu le vois aujourd'hui? Moi, du coup, mon fils, il est pas très sport de compétition, et en fait, je suis bien contente. Et c'est bien et pas bien. Alors, je sais pas, parce que j'ai pas envie d'être jugeante, parce que si ça convient à des jeunes et qui sont contents, c'est l'essentiel. Moi, je sais que finalement, je voulais performer pour faire plaisir à ma mère, pour qu'elle soit fière de moi, pour être aimée, en fait. Tu vois. Et parce que je m'étais mis en tête que c'était comme ça que ma mère m'aimerait. C'est une construction d'enfant, hein, pure et simple. Et donc, finalement, dès que je ratais quelque chose, c'était le drame. Et c'est ça que je ne voulais pas que mon fils vive, c'est-à-dire d'avoir cette pression constante de devoir être au top, et que dès qu'il y a un problème, du coup, t'as l'impression que tout le monde s'effondre et que t'es plus rien, et que tu vaux rien. Et c'était ça qui m'embêtait. Alors Et, justement, dans ton livre, il y a beaucoup de parallèles comme ça avec Ouais. ta jeunesse, en tout cas ton enfance, ton adolescence, et justement le lien avec ta maman. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, ça j'ai creusé vraiment après coup. Ma mère, alors j'ai grandi exclusivement avec ma mère, quasi exclusivement, enfin même c'est celle qui m'a élevée à 100%, parce que j'avais un père qui était complètement absent. Et en fait, on a créé un duo comme ça, où ma mère, je pense que pour que je m'en sorte bien et pour pas que j'ai ce handicap de ne pas avoir de père quelque part, elle voulait que je fasse le meilleur, que j'accomplisse le meilleur, que je fasse de grandes choses. Et donc, paradoxalement, qu'elle me portait tout le temps au nu. J'étais tout le temps formidable, incroyable. Et on se dit, c'est génial pour l'ego d'un enfant. On pense que c'est bien. Sauf qu'en fait non, parce que je savais bien que c'était faux. Enfin voilà, j'avais quand même une petite idée un peu réaliste de ce que j'étais. Donc j'étais quelqu'un de très bien dans mon genre, mais comme tout le monde. Mais j'étais pas aussi exceptionnelle que ce qu'elle voulait bien le laisser entendre. Et donc ça créait en fait en moi une rupture où en fait je me disais, mais pourquoi elle dit ça? Je sens bien que je suis pas comme ça, donc ça veut dire qu'il faut que je sois à ce top niveau-là, sinon elle ne m'aimera pas. Mais ça, je l'ai compris très très tard. Je l'ai compris quand j'ai commencé à réfléchir à tout ça une fois dans la maladie. Mais ce qui fait qu'avec ma mère, j'avais un rapport, elle était très fusionnelle avec moi, on était beaucoup ensemble, mais moi j'avais un côté un peu je t'aime moi non plus avec elle, qui faisait que je trouvais que ça m'envahissait beaucoup, j'étais très dépendante de son regard et en même temps j'avais envie de l'éloigner de moi, c'était une relation compliquée en fait, qui était un peu étouffante et qui était pas très équilibrée, mais parce que je pense que elle m'en demandait trop. Malgré elle, en ayant voulu bien faire, elle m'en demandait trop. C'est pas sa faute, hein. Voilà, elle a vraiment pensé faire au mieux. Bien, ouais, mieux, exactement. On fait tous pareil. Exactement. On fait tous pareil. On veut le meilleur pour ses enfants. Mais et des fois, est-ce qu'on se trompe? C'est peut-être un peu la question. Et finalement, pour toi, ça a été quelque chose peut-être que tu n'as pas vu arriver inconsciemment. Non, je l'ai pas vu arriver. Je lui dois par contre une combativité. Je peux empoigner des projets et les mener à bien. Ça, c'est vrai que en fait, ça m'a donné ça. Donc il y a toujours deux faces à la même pièce. Voilà. Donc de fait, ça m'a donné de très bonnes choses. Mais de l'autre, il est vrai que je n'étais pas assez. J'avais pas une assise assez solide. Il aurait fallu que j'ai l'amour d'un père, quoi. Voilà, que j'ai la présence et l'amour d'un père pour rééquilibrer, pour avoir ce socle solide en fait d'amour parental, et qui m'aurait peut-être permis d'atténuer tout ça. Mais là, j'étais vraiment, j'avais un père qui s'occupait pas de moi et de l'autre une mère qui en voulait trop. Donc en fait, si tu veux, schématiquement, j'étais pas aimée pour ce que j'étais. Au final, c'est ça en fait. Voilà, il fallait toujours, fallait toujours briller fort, ou soit j'étais invisible, soit il fallait que je sois trop visible. Enfin, c'était pas équilibré. C'est un mélange. Voilà. Donc du coup, tu vis donc après ton adolescence, tu pars un petit peu de ce que j'ai compris dans ton livre. Oui, je pars quelques années. J'ai vécu dans d'autres villes. Ouais, effectivement, j'ai fini mes études à Montpellier. J'ai habité. Je suis pas partie bien loin. J'ai fait Nantes, Strasbourg, Paris. Mal, déjà. Oui, c'est déjà pas mal. Je suis pas allée à l'étranger. T'as quel âge à cette époque-là? Je suis partie vers 20 ans. Je pense entre mes 20 et mes 27. J'étais dans d'autres villes. Et j'ai monté ma boîte. Enfin, je me suis installée comme indé à 23 ans.
Ah oui. Très jeune. J'ai tout de suite trouvé des clients et après, ça n'a pas arrêté. Donc, ça a duré 15 ans comme ça. Et donc, j'étais à Strasbourg à l'époque. J'ai continué à Paris et je suis revenue à Besançon. Je crois que c'était 2009, un truc comme ça. Et puis j'ai continué mon activité, ça marchait, donc j'étais très contente de tout ça. J'ai beaucoup d'heures. Ouais, je faisais pas mal d'heures, puis peut-être pas trop de vacances, mais j'avais pas l'impression de travailler parce que j'étais à mon compte, hein, toujours un peu comme ça. Puis t'aimais ce que tu faisais? J'aimais ce que je faisais, j'étais rédactrice indépendante, voilà, et puis et c'était plutôt cool. Et après ouais, ça s'est corsé. J'ai eu un poste aussi de prof à l'université pendant quelques temps, maître de conf associé, en fait, parce que quand t'as ta boîte, il y a un format de poste qui existe où tu peux donner des cours et être salarié de l'université. Donc j'ai eu cette phase-là, donc j'avais un peu un double job, mais je menais ça normalement. Maintenant, je me dis, mais comment t'as fait? Mais bon, à l'époque, ça me semblait juste normal. Puis quand mon fils est arrivé, voilà, ça a commencé à être un petit peu difficile. Là, il y avait quand même un petit peu trop de monde dans les journées à caser, trop de choses et trop de monde. Et donc j'ai commencé un peu à ralentir, mais pas tant que ça en fait, pas tant que ça. Et donc dans ta vie personnelle, c'était comment à ce moment-là? Parce qu'il y avait le travail qui te prenait beaucoup de temps. Ouais. Ouais. Et tu avais justement cette aptitude ou ce talent peut-être à aller plus vite que les autres. Ouais. Oui, c'est toi qui le cite hein, oui, dans ton c'est vrai, livre, c'est vrai. qui fait qu'en fait justement on revient à ce que tu disais, en fait t'as pas l'impression de travailler plus que ça et que ça allait très très vite et justement peut-être que les gens profitent un peu de ce talent. Ils en profitent pas parce que c'est juste moi c'est cool parce que je fais plein de projets, j'ai la possibilité d'en facturer plein et que du coup ça me permet de vivre correctement de mon travail. Donc ça c'est bien. Dans ma vie perso, c'est un peu entre deux. Alors je me sens très entravée par la maternité. J'ai beaucoup de mal à tolérer. J'aime mon fils plus que tout le monde évidemment, mais c'est le rôle maternel qui me semble super complexe et dur à gérer. Plus que ton travail finalement. Plus que le travail. Donc finalement, je m'échappe un peu dans le travail pour récupérer. J'ai l'impression que dans le travail, j'arrive plus à m'aligner moi-même. Tu vois, je me retrouve plus alors que en tant que mère, j'ai l'impression d'être tout le temps sur le bord de l'échec, quoi. Ah là, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Est-ce que je vais pouvoir gérer? Parce qu'on apprend à être parent et c'est très dur en fait. Et du coup là, je me sens pas douée en fait dans ce rôle-là. Est-ce que tu deviens maman à quel âge? J'ai 31 ans. 31, mais ce qui est plutôt la moyenne, enfin voilà, et puis je voulais être maman, enfin tout va bien, mais je suis un petit peu dépassée, je pense, par ce qui arrive. Voilà, je m'attendais à quelque chose peut-être de différent, peut-être que j'idéalisais un peu, et que j'idéalisais surtout la capacité que j'aurais à mener de front mon travail, ma carrière et la vie de maman. Clairement. Ça, je l'ai surévalué, quoi. Bon, après, il y a eu aussi quelques complications de ce que j'ai pu lire aussi. Oui. Alors ça, l'accouchement et tout. Ouais. J'ai fait une complication qui s'appelle un HELP syndrome, qui concerne genre 1% des accouchements. Je me suis dit, c'est pas possible que ça arrive. Où c'est une hémolyse, donc je détruisais mes globules rouges. Donc en gros, l'état de grossesse était en train de m'empoisonner et de faire du mal certainement à mon bébé. Mais j'étais quand même à terme. Mais donc j'ai eu une césarienne en urgence. Puis après, j'ai eu beaucoup de difficultés à me remettre de tout ça. J'avais des douleurs fantômes au niveau du foie, dans le dos, etc., qui étaient très dures à soigner. Donc j'ai été vraiment hyper affaiblie par ça. Donc je pense que c'était la première claque, effectivement. Et puis derrière, voilà, j'avais l'impression de courir un peu après il faut que je me récupère. Il faut que je me retrouve en tant que femme. Donc le travail, c'était un peu ma variable d'ajustement, quoi. C'était là que je cherchais. Et puis dans mon couple, c'était pas forcément génial non plus. Je me sentais souvent coupable. J'avais l'impression que j'en faisais pas assez. C'était pas une période, quand j'y repense, c'était pas une période très joyeuse et très comment dire, paisible. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'était pas paisible du tout, ouais. D'accord. Et donc là, on arrive à un moment donné de ta vie qui devient compliqué. Il y a un diagnostic qui tombe. Comment il arrive, ce diagnostic de maladie? Alors, je vais te dire, le moment compliqué, il a même démarré avant ça. Je vais faire un petit flashback. C'est en 2018, parce que je suis tombée malade en 2020. En 2018, j'ai perdu ma mère d'un cancer du sein, de suite d'un cancer du sein. Elle avait été malade plusieurs années, elle avait une phase de rémission. Et si tu veux, elle était vraiment condamnée, donc elle a pu bénéficier de la loi Néonetti, c'est-à-dire qu'elle a demandé le droit de mourir dans la dignité. Et ça, c'est possible si tu es conscient pour le demander, si les médecins sont tous raccords, tu vois, il y a tout un dispositif. Et donc, schématiquement, j'ai vu ma mère mourir sous
mes yeux, fin 2018. Elle est partie. On a pris rendez-vous dans l'agenda. Voilà, c'est le 22 novembre. Et puis je me suis pointée à la clinique et j'attendais que ma mère parte, quoi, parce qu'on endort. C'est une sédation profonde. Donc là, ça a fait déjà un gros choc. Oui, ça doit être dur, difficile. C'était super, oui, c'était super dur. Et dans la foulée de ça, je me suis dit, faut que je me sépare de mon conjoint. Donc je me suis séparée, etc. Donc finalement, on s'est remis ensemble, mais pas forcément pour les bonnes raisons, je pense. Mais voilà, en fait, donc gros bazar en 2018, 2019, etc. Et là-dessus arrive le confinement. Et là, je le vis super mal, le confinement, parce que je me dis, on vivait de nouveau en famille, mais je me sentais pas bien du tout. Je me disais, je sais pas si du rapprochement, d'être enfermée. Ouais, enfermée. J'étais plus tellement sûre d'avoir fait le bon choix en recréant cette cellule familiale. Et j'étais vraiment au plus bas. Et donc, pas très à l'écoute de mon corps. Et juste, à un moment donné, quand même une nuit, je me suis tournée et dans mon sommeil, j'ai senti quelque chose au niveau de mon aisselle qui m'a pincé comme un coup de poignard. Et j'ai pas trouvé ce que c'était. Mais c'est le lendemain que ça a recommencé et que j'ai trouvé et que j'ai senti, donc là, on y revient, une boule très dure qui était déjà en fait un ganglion lymphatique infecté. Et donc je suis tout de suite allée chez le médecin et la médecin, elle m'a dit, oui, il y a aussi une masse dans le sein. Et voilà. Et après, les choses se sont très vite accélérées, mammographie, échographie, j'ai eu des rendez-vous assez vite et puis le temps de faire une biopsie, etc. Ils ont mis à peu près 1 mois à me diagnostiquer un cancer du sein. Sachant qu'il y a des antécédents dans la famille. Ouais, ma grand-mère maternelle, ma mère du coup. Il y a des antécédents, mais on a refait tous les tests, il n'y a aucun marqueur génétique. C'est ce que tu expliques dans ton livre, ouais. Parce que justement, ta maman a pris des précautions avec toi pour savoir s'il y avait justement, il y aurait pu avoir un lien par rapport à ça, et visiblement, ça n'avait pas été diagnostiqué, en tout cas à l'époque. Ouais, ma mère avait déjà fait les tests génétiques, elle m'avait dit, tu risques rien, il n'y a pas de gène mutant, tu ne seras pas malade. Bon, raté. Et on a refait les tests pour moi en testant plus de gènes, parce qu'ils améliorent toujours les techniques, donc je sais pas, ma mère, ils avaient dû en tester 11, moi j'en avais une vingtaine, et toujours pas de gène mutant. Donc c'est ça aussi qui a fait que je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'on s'est transmis du coup de grand-mère en petite-fille, c'était quoi tout ça? Et c'est un peu l'objet de ma quête après, une fois que je suis tombée malade, de comprendre s'il y avait pas vraiment un sens génétique ou médical, peut-être qu'il y en a un, mais moi je me suis dit il y a sûrement autre chose, parce que j'ai bien senti qu'en même temps j'étais pas alignée, donc qu'il y avait quelque chose. Pour moi il y avait un message, voilà, à cette maladie. T'as été surprise? Alors oui et non, c'est étrange. J'ai été effrayée et j'ai tout de suite su que c'était forcément mauvais, mais je me suis un peu voilée la face. Mais surprise, je sais pas comment je peux définir. Non, on est d'abord complètement terrorisé, accablé. Donc je me l'expliquais, mais je me disais mais c'est pas possible, je peux pas. Parce que au départ, ma grand-mère et ma mère étant décédées, on se dit super, je vais suivre la même trajectoire. Quelle angoisse quoi. Donc j'ai déjà mis 2-3 bonnes semaines à pleurer tous les jours et en fait je me répétais des mantras positifs. J'essayais de contrer mes pensées négatives en fait, parce que je me suis dit si tu commences à te dire que tu vas suivre la même route que tes aïeuls, tu vas vraiment y rester. Donc là j'ai commencé à travailler avec le pouvoir de la pensée, etc. Des choses de ce style. Et puis après, j'ai continué pour les traitements, pour tout, et puis pour creuser toute cette histoire. Voilà. Alors, il n'y a pas eu que les traitements médicaux. Non. Pour ça, faut aller lire ton livre. Moi, je l'ai lu. Ouais. Et j'ai trouvé ça super. En fait, depuis des années en arrière, c'est ce que t'expliques. Tu t'intéresses beaucoup aux médecines un peu parallèles, médecine douce, on peut appeler ça comme ça. Oui, alternative, super. Ouais. Donc c'est le cas. Donc est-ce que tu as essayé finalement avant plein de choses? Oui, alors je pense que déjà ça a pu me sauver avant. Je pense que je serais peut-être tombée malade plus vite si j'avais pas fait tout ça. Et ce qui est amusant, c'est que comme je me sentais un peu débordée, ça faisait plusieurs mois que je faisais plus rien. Mais j'allais régulièrement chez l'ostéopathe qui était un peu énergéticien, j'allais faire du shiatsu, j'allais faire différentes choses juste pour équilibrer le corps, l'aider à c'était des choses des compléments qui faisaient que j'étais pas souvent malade, c'était bien, voilà. Et là j'avais arrêté tout ça et donc je pense que j'ai mis mon corps vraiment en surchauffe et c'est pour ça que ça a craqué à ce moment-là et que la maladie s'est déclarée, vraiment ça a flambé, on va dire. Mais effectivement, j'étais déjà sensible à tout ce qui est alternatif et donc au pouvoir de la pensée sur le corps. Moi, j'y croyais beaucoup. Ma mère s'y était beaucoup intéressée aussi, la concernant. Elle avait fait plein de choses. Elle avait testé énormément de choses quand elle était malade.
Et donc j'étais plutôt avertie. Ce qui fait que j'ai cherché à compléter les soins des médecins avec ces disciplines-là pour m'aider. Mais qui t'ont aidé positivement à faire les choses. Exactement, ça m'a aidé. Alors d'une part à soulager mon corps, à soulager les symptômes de la chimio, à soulager tout un tas de choses, et puis à travailler sur le domaine plutôt de l'esprit. Alors aussi bien effectivement avec une psychothérapeute, mais pas que. C'est-à-dire que même les gens que j'allais voir, c'est des gens qui ont des ressentis et qui balancent des petites phrases comme ça et qui font réfléchir, ou des soins énergétiques qui font que dans le corps il y a des mémoires qui remontent. Faut y croire. Hein. Là, je sais que là je parle un petit peu de façon pour les gens qui sont pas du tout là-dedans, ils vont se dire c'est perché. Mais justement, voilà. Je pense qu'on arrive à un moment où, dans une vie où quand on apprend la maladie que tu as, on peut peut-être imaginer se raccrocher à plein de choses. Et finalement, ça t'a aidé puisque t'es là aujourd'hui. Mais grave. Alors après, voilà, il faut pas croire tous ceux. D'ailleurs, moi, personne ne me l'a jamais dit. Faut pas croire les gens qui vont te soigner le cancer en te disant tu boiras des plantes, des tisanes de plantes et ça ira bien et on fera de la méditation ensemble. Ça, évidemment que non. Moi, j'ai tous les gens qui m'ont accompagnée, c'était des personnes, des soignants, c'était des personnes qui, au contraire, me relevaient quand j'en pouvais plus de faire les traitements médicamenteux classiques. Il y a vraiment eu cette idée de complément. Et c'était une équipe, voilà. Et donc ça c'est hyper important de le rappeler. Mais je trouve que c'est bien effectivement d'accompagner les traitements des médecins, le protocole des médecins, si on a envie, avec des choses alternatives qui font réfléchir sur soi et moi qui m'ont permis de vraiment d'avancer très très fort sur mon chemin de rémission, quoi. J'avais besoin de ça en tout cas moi. Et justement, tu parles d'une certaine Solange. Oui. Alors Solange, c'est un surnom. Oui. Que tu as donné dans ton livre. Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'elle parce que visiblement elle a été Solange. très très importante finalement dans ta rémission, elle t'a aidé beaucoup a priori dans ta guérison, en tout cas dans ton combat. Je dirais plutôt ça. Est-ce qu'on peut parler un peu d'elle? Oui, parce que ça fait partie de ces choses un peu hors normes. Alors Solange, c'est une dame qui est à la campagne et qui a ce qu'on appelle les rebouteux de campagne, hein, les gens qui ont des dons comme ça. Donc elle est magnétiseuse, voilà. Elle est purement bénévole. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a essayé de m'arnaquer, hein. Elle ne voulait pas un centime, elle ne voulait pas un cadeau. C'était vraiment, et je la voyais toutes les semaines, parfois plusieurs fois par semaine. C'était vraiment incroyable. C'est sa mission. Elle aide les gens. Elle a par ailleurs un travail tout à fait classique. Et donc, cette dame, a des dons tellement puissants. Elle me connaissait pas et j'arrivais chez elle, elle me sortait des trucs sur ma famille, sur moi, comme si elle lisait en moi comme dans un livre, quoi. C'était complètement sans que je lui dise. Sans que je lui dise, oui, c'était fou. Et donc, j'ai pas d'explication rationnelle. Honnêtement, je n'en ai aucune. Tout ce que je sais, c'est que elle m'a aidée, elle a soutenu mon corps déjà par son don de magnétisme, puis elle a soutenu mon âme, mon esprit, quoi, en m'aidant à comprendre ce qui se passait, en me faisant des sorties comme ça, des phrases. Ah non, mais de toute façon, vous, ah mais non, mais votre grand-mère, votre mère, vous vouliez être parfaite, c'est pour ça. Et là, ce que je fais, mais mince. Puis j'ai commencé à mener l'enquête, et puis je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait ce truc d'être parfaite pour être aimée. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, de comprendre que finalement, deux grands-mères, petite fille, effectivement, on se maltraitait, en fait. Ma mère, finalement, m'avait élevée dans ce culte de la performance, mais peut-être qu'elle-même avait subi. Et donc, tout ça, c'était un juste retour des choses. Voilà, et c'était une logique en fait. Et donc voilà, je glanais les petits cailloux comme ça sur mon chemin pour comprendre ce qui s'était passé. Et puis après, avec des lectures, avec un travail en psychothérapie, etc. Tout ça fait que on assemble les pièces et puis on comprend plein de choses sur soi et qui peuvent expliquer comment on s'est retrouvé dans cet état de vulnérabilité au point qu'une maladie puisse se déclarer. Parce qu'en fait, c'est ça. Pour moi, le cancer, c'est une alerte du corps, c'est un énorme warning. Si la vie avait voulu me condamner, je serais morte d'un coup, foudroyée par une crise cardiaque, je pense. Là, c'était plutôt, on t'arrête, on va être obligé de manifestement, tu comprends pas, parce que je pense que depuis des années, j'avais déjà plein de petits symptômes que j'ignorais. Donc, comme je ne comprenais pas et que je ne m'arrêtais pas, effectivement, il fallait un truc aussi fort qu'un cancer pour que j'arrête tout et que je regarde ma vie autrement. Et s'il n'y avait pas eu ce cancer, je serais peut-être plus là déjà, enfin paradoxalement, et toujours là et encore très malheureuse, pas équilibrée. Il y avait besoin de cet électrochoc en fait.
Et donc, d'où le titre, Mon cancer, quelle chance. Voilà, on y revient. Solange avait une phrase la première fois qu'elle t'a vue. Elle t'a dit quoi exactement? Attends, la première fois qu'elle m'a vue, elle parle d'être à côté de ton corps. Ah oui, ouais, effectivement. Oui, ça c'était marrant, elle m'a scanné comme ça, elle m'a dit, ah là, vous êtes complètement, en gros, mon corps énergétique était à côté de mon corps physique. Je vais vous remettre droit. D'accord. Donc elle a agité de l'encens autour de moi. Non, mais il y a un côté vraiment drôle et folklorique, mais je l'ai vraiment pris de façon, en fait, ce qui m'a plu, c'est cette démarche de je t'aide, je ne te demande rien en échange. Et donc, elle avait aucun intérêt, en fait, à me vendre sa fable. Quel était l'intérêt que j'allais la déranger tous les soirs chez elle à 19h? Elle avait autre chose à faire, quoi. Donc, je me suis dit, je sais pas pourquoi, déjà, je suis un peu sensible à ça. Et je me suis dit, t'as rien à perdre, en fait, là. Crois en son truc, laisse-la faire ses délires, là, parce que si ça se trouve, t'as vraiment besoin de ça. Et puis, elle m'avait été recommandée, hein. Il y a une cousine qui était allée là-bas. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Comment tu arrives chez elle, en fait? Oui, c'est une cousine à moi qui avait eu un cancer du sein aussi et qui avait fait des rayons et qui m'avait dit elle a barré mes brûlures. Vous connaissez le concept, hein, barrer les brûlures, c'est vraiment de l'idée de se dire ça coupe le feu. Ça c'est pareil, aucune explication rationnelle, mais elle me l'a fait sur mes blessures de rayons et j'ai aucune séquelle. Je n'explique pas ça non plus. Et donc je me suis dit ok, bon, elle a l'air assez incroyable. Elle m'avait dit tu verras, c'est un personnage. Oui, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est un caractère. C'est un personnage, ouais. Et oui, déjà quand je l'avais appelée au téléphone, elle avait dû me dire ah de toute façon, elle m'avait dit un truc sur mon père. Je l'avais au téléphone depuis 12 secondes, hein, elle savait pas qui j'étais, hein. Et elle m'a dit un truc sur mon père qui était super vrai. Et je me suis dit, c'est pas possible. Elle a parlé de ta maman aussi, je crois. Oui, elle a parlé de ma maman, mais c'était, parce ma mère est venue lui rendre visite, donc depuis l'au-delà, bien sûr, donc elle me sort ça comme ça, j'ai votre mère en ligne, oui. Bien sûr. Et que ma mère essayait de me faire passer des messages et que quand j'ai capté ce que c'était, ce qui était très drôle, c'est que dans les jours précédents, et en fait elle avait réussi à communiquer avec moi autrement. On peut avoir un détail? Ouais, elle me dit je sais pas, là il y avait elle voulait qu'une certaine Claude vous remette un objet de famille. Je dis non mais c'est pas Claude, c'est pas c'est mon grand-père. Et je dis oui, il y a 3 jours il a insisté comme ça pour que je prenne des portraits du parrain de la famille là et je sais pas pourquoi il me les a donnés, il a voulu absolument que je les prenne là maintenant, il y avait aucune raison rationnelle à ça. C'était ça en fait. Il fallait que Claude me passe des portraits de famille et elle savait pas qui c'était Claude. Voilà. Et puis aussi qu'il fallait que mon fils aille chez. Elle m'a dit j'ai pas compris, psycho quelque chose. Je dis oui, psychomotricienne. J'ai pris rendez-vous hier parce que ma meilleure amie m'en avait parlé. Oui, c'est ça. Je connaissais pas ce terme-là, psychomotricienne, etc. Donc les messages étaient arrivés à moi, mais c'était juste un peu marrant. Et il y a encore un mystère. Elle m'a dit j'ai vu une dame sur un cheval, une photo ancienne d'une dame sur un cheval, une de vos ancêtres. Il y a quelque chose à faire avec ça, et ça j'ai pas trouvé qui c'était. Donc ça reste dans mon esprit. Tu vois. Il y a un jour. Faut peut-être aller revoir Solange. Faut peut-être aller la revoir. Elle aura peut-être l'explication. Bon. Peut-être. Ok. En revenant sur finalement cette découverte du cancer, est-ce que tu as trouvé du soutien auprès de tes proches? Oui. Alors il y a eu beaucoup de soutien inattendu à partir du moment où j'en ai parlé. J'ai un peu fait une annonce publique sur les réseaux sociaux en fait, et là il y a eu un élan. Puis j'ai ouvert un blog et donc plein de copains copines se sont abonnés à ce blog et me lisaient tous les jours et m'envoyaient des petits messages et tout ça, c'était super sympa. Après familialement, malgré les dissensions avec mon conjoint etc, il était présent. J'étais pas toute seule. Je me sentais quand même seule face à la maladie et j'étais quand même seule à bord pour gérer tout ce qu'il y avait. C'était mon corps qui trinquait, et puis on était encore en post-Covid et du coup on était obligé d'aller tout seul en chimio, seul se faire opérer. Enfin en fait j'étais seule au monde tout le temps quoi. Parce que on rappelle que t'es fille unique. Ouais. T'as perdu ta maman, t'as pas ton papa. Alors mon père est pas très présent dans ma vie, très 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 peu. Et puis j'ai un demi-frère, mais que j'ai connu à 26 ans. Et puis à cette époque-là, on se voyait pas encore tant que ça. Et puis c'est pas quelqu'un avec qui j'ai grandi. Et donc en fait il y a quand même une forme de distance, même si on s'aime beaucoup. Et en fait j'avais pas vraiment de soutien familial, d'autant que j'avais plus ma mère. Donc c'était pas évident. Mais les amis étaient là. Ouais, il y avait vraiment un bon réseau amical, ça c'était chouette. Donc tu as créé un blog oui. sur la maladie.
où on voit ton évolution. Ouais, je raconte en fait un peu le quotidien parce que c'était assez ubuesque à un moment donné quand même. Il y avait des trucs que les médecins me disaient, valait mieux en rire en fait. Et donc j'ai commencé comme ça pour exorciser et raconter soit c'était ce qui était difficile, soit ce qui était très drôle, ce qui était drôle un peu acide, ce qui était les remarques de mon fils sur telle ou telle chose. Parce qu'il y avait les infirmières aussi qui racontaient plein de blagues, le coup de l'oncologue qui a avec une dent là, enfin je crois que je sais pas, j'en parle. Bref, il y avait des trucs vraiment très drôles. Et donc tout ça je le racontais parce que de toute façon c'est mon métier d'écrire. Et du coup je l'ai fait assez naturellement. Ça m'occupait aussi mine de rien. J'étais quand même toute la journée sinon seule avec moi-même à lutter contre cette maladie. Alors même si j'avais un emploi du temps bien millimétré et que je faisais plein de soins alternatifs et que je réfléchissais beaucoup, ça me faisait un petit rendez-vous quotidien d'écrire quelques lignes, voilà. Et ça a été bien perçu. Oui, très bien. Très bien reçu et perçu. Ouais. Et quelles ont été les premières décisions que tu as prises pour faire face à cette épreuve, du coup? Alors déjà, j'ai tout arrêté, absolument tout ce que je faisais. J'avais un podcast à l'époque, bien sûr le travail, et puis tous les engagements que je pouvais avoir, j'ai vraiment tout mis à plat. Et j'ai commencé à regarder ce que je faisais pour faire plaisir aux autres ou pour répondre à une injonction, que ce soit une injonction réelle ou imaginaire. Quand je dis imaginaire, c'est par exemple il faut que je sois une fille comme ça parce que c'est comme ça qu'on va m'apprécier. Ça, c'est un truc que j'avais vraiment que j'avais construit toute pièce. Et donc finalement, en regardant bien, il y avait pas grand-chose que je faisais juste pour me faire plaisir. Voilà. Et dans le travail aussi, de voir l'abnégation et tout ce que je faisais par docilité et pour être absolument une professionnelle respectée ou en tout cas appréciée, et comme s'il fallait que je m'écrase sans arrêt devant mes clients. Alors à ce moment-là, je venais d'être recrutée comme salariée, mais c'est pareil, j'avais peur qu'ils regrettent leur choix. Donc il fallait que je prouve que j'étais absolument incroyable, et donc ils avaient bien fait de m'engager. Donc du coup, j'étais tout le temps en train de réfléchir à autrui d'abord et pas à moi. Et donc la première grande décision, ça a été de se dire maintenant je me fais passer en premier, et surtout je réfléchis les choses il faut que ça pétille dans le ventre au moment où j'ai envie de le faire, et il faut que ça parte vraiment de l'intérieur de moi et d'un élan. En fait, voilà, c'est ma psy aujourd'hui dirait est-ce qu'on le fait par peur ou est-ce qu'on le fait par élan? Et ça n'a rien à voir. Si c'est la peur de pas être aimé, la peur d'être jugé, la peur de quoi que ce soit, c'est pas la bonne énergie en fait. Et si c'est un vrai élan, et d'ailleurs c'est en général les gens qui font les choses par élan, c'est ça qui marche, c'est ça qui fait écho, c'est ça qui fonctionne, c'est quand il y a un vrai élan de partage, un élan de créativité, quel qu'il soit en fait, mais qu'on le fait parce que nous-mêmes, ça nous nourrit, en fait. Voilà. Et ça, j'avais complètement perdu. Je suis même pas sûre, je dis perdu. Je crois que je l'avais jamais trouvé, en fait, surtout. Donc j'ai compris déjà ce truc-là. Et puis après, ça a été du coup cet élan de partage, ça a été d'écrire ce livre qui a fini par sortir. Et puis après, il y a eu des décisions courageuses. C'était de se rendre compte qu'effectivement, je n'étais pas heureuse dans la famille que nous formions, et qu'il a fallu se séparer de nouveau, et ça c'était pas la plus facile des décisions, quoi. Et c'est pas forcément évident de l'appliquer tout de suite, parce que est-ce que finalement tu savais pas dire non? Oui, parce que en fait, on est conditionné. Déjà, on est quand même conditionné depuis qu'on est enfant. Sois gentil, dis bonjour à la dame, des bêtises comme ça déjà. Hein, mais je veux dire, et puis après, faut réussir à l'école. Faut quand même, on doit toujours correspondre à un modèle quand même qu'on nous impose. Et alors, pour peu que nos parents nous élèvent aussi là-dedans, je veux dire, en fait, on se pose pas la question, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a t'as des gens qui commencent par être ingénieurs ou médecins ou je sais pas quoi, puis qui finissent par aller élever des chefs dans le Larzac 10 ans plus tard parce que ils se disent mais c'est une belle image. Non mais tu vois, c'est non mais en fait j'ai voulu faire plaisir à mes parents, c'est pas ce que je voulais, c'était pas mon élan, mais parce que on a quand même dans notre société, on est quand même vraiment conditionné à d'abord faire plaisir à autrui. Et ça c'est vraiment une tendance lourde. Donc rares sont les personnes, je trouve, et je les admire beaucoup, les gens qui jeunes arrivent à être hyper libres, hyper audacieux, à sortir des codes et tout. Je trouve ça génial parce que c'est qu'ils sont connectés à eux-mêmes, qu'ils décident de partir à l'aventure, voilà, juste après le bac, parce que c'est comme ça qu'ils le sentent. Et moi, j'espère que mon fils, il prend le chemin. J'espère que mon fils sera comme ça. J'espère le doter de ça. Vraiment, parce que c'est vraiment important. Même si maintenant il est ado, là je me plains un peu qu'il est un peu trop rebelle.
Bon, ouais, faut que je me rappelle là, tu vois, au moment où je te parle, faut que je me rappelle. Mais oui, mais c'est l'âge. Ça voudrait dire que ça va changer, on c'est espère. dur. Tu sais, je me dis, faut qu'il soit aventurier et rebelle, ouais, puis en fait, ouais, non, peut-être pas trop. On va se calmer. On va se calmer. Mais ouais, du coup, c'est ça qui fait que je pense que c'est dur, en vrai. Et puis, ouais, la volonté de plaire, elle est quand même assez universelle. Puis on a et justement, comme ça devient finalement un peu des codes qu'on nous inculque, est-ce que c'est pas difficile d'en sortir? Parce que là, tu disais, bah moi j'ai fait une auto-analyse, bon bah oui, j'ai compris ce qui m'allait pas, etc. Mais entre le comprendre et l'appliquer réellement, il se passe du temps. En fait, ce qui est chouette, c'est, enfin, chouette entre guillemets, cet espace que j'ai eu pendant la maladie où je ne faisais plus rien, ça m'a permis de prendre le temps de retricoter les choses. Ce qui est très dur, c'est qu'effectivement, c'est quand on est dans notre flow, dans la vie à 100 à l'heure, et que on essaie de changer. Ah, c'est vachement dur. Et c'est pour ça que souvent, des fois, les gens me demandent, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Et quand je leur dis, tu sais quoi, le premier truc, fais-toi une retraite dans un couvent là de quelques jours. Bah, pars tout seul. Tu déconnectes tout. Tu prends juste un carnet, un bouquin, et même pas de bouquin idéalement, mais tu soulèves pas ton téléphone, tu laisses tout, et t'es seul face à toi-même. Et tu vas voir déjà, il y a des trucs qui vont remonter. Tu vas te rendre compte de ce qui est choquant va remonter en fait, et ce qui ne va pas va remonter. Donc voilà, il faut ralentir, et après, c'est un travail en fait, mais constant, parce que le naturel pourrait revenir au galop, hein, et t'es tout le temps en train de faire attention à ça. En fait, moi, chaque fois que je recommence quelque chose ou que je me lance dans quelque chose, je vérifie que c'est pas élan, et puis parfois je me rends compte que non, je repars encore dans quelque chose qui est pas aligné, donc je réactualise. C'est pas évident, mais une fois qu'on a mis le doigt dessus et qu'on a la conscience, c'est beaucoup plus facile en fait. Très bien. Et donc il y a eu les moments où tu reçois donc effectivement les médicaments qui sont un peu lourds. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler? Bah oui. Oui, là, j'ai démarré par de la chimio, 4 mois de chimio. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer comme cliché de la chimio, hein, plus de cheveux, plus de cils et sourcils. J'ai pris vachement de poids. J'ai pris 6 kilos, vachement. Je trouve que c'était beaucoup parce que c'était 6 kilos d'un coup, donc un peu du jour au lendemain, à cause des corticoïdes, à cause du fait qu'on a beaucoup moins de mobilité, on est plus fatigué, donc on bouge moins, etc. Après, plein de désagréments dans le corps divers et variés. On se reconnaît plus trop, quoi. En fait, moi, je me rappelle, je suis de septembre, j'ai commencé en juin les chimios. En septembre, j'ai soufflé mes bougies d'anniversaire. J'étais chauve, j'avais les joues hyper enflées, je savais plus qui j'étais, quoi. Et après ça, j'ai eu 2 opérations. Parce que en fait, la chimio a fait fondre la tumeur, mais après il fallait opérer la zone résiduelle. Donc ils l'ont enlevé, mais ils n'ont pas mis assez de marge de sécurité, donc ils ont recommencé pour remettre une marge plus importante. Et après 33 séances de radiothérapie, donc des rayons tous les jours en fait à l'hôpital. Donc là on est tatoué, on a des petits points comme ça, et puis on est placé pour être placé sous des lasers, sous la machine, vraiment au millimètre près, et on est irradié sur une certaine zone. Moi je crois que ça allait jusqu'au cou, jusqu'à la base du cou là. Et ça c'est tous les jours, donc ça a dû prendre 1 mois et demi, 2 mois, je sais plus, ouais, un truc comme ça. Ça dure combien de temps? Globalement, en plus j'ai repris de la chimio après, j'ai eu 1 an de traitement. Voilà. Donc c'est quand même déjà costaud. Ouais. Et t'as eu des moments de doute? J'avais pas de doute que j'arriverais à m'en remettre. Mais en revanche, les doutes que je tiendrais le coup jusqu'au bout, plein. Parce qu'en fait, quand on est dedans, là, on dit 4 mois de chimio, ça semble pas grand-chose, mais en fait, c'est interminable quand on est dedans, parce que le corps va tellement mal qu'on a des douleurs, des choses vraiment hyper dures. Et là, oui, c'est décourageant. Combien de fois j'ai pleuré quand ça me dire, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver, j'en peux plus. Ah, évidemment, hein, voilà, c'est pas parce que là aujourd'hui, je dis j'ai écrit un livre, j'ai résilié, c'est cool. Non, c'était l'enfer comme pour tout le monde. Et puis, ce dont je me souviens beaucoup, c'est à la fin, en fait. Il m'avait donné le programme à l'avance, quoi, quelque part. Donc, c'était chimio, opération, rayon, poum. Et à la fin de la radiothérapie, l'oncologue me dit, je voudrais qu'on vous redonne un petit peu de chimio médicamenteuse parce qu'il y a eu des études en Corée, c'est un traitement innovant, ce serait vraiment mettre des chances de votre côté et tout. Et c'est con, mais à l'époque, je l'ai trop mal pris. C'est-à-dire, je voulais pas prendre ce traitement. J'en pouvais plus. Je me suis dit, mais non, je vais pas recommencer de la chimio, mais au secours, je vais encore être mal. Alors, c'était un peu moins fort que la chimio à dose dense du départ, mais j'étais paniquée, quoi. Et puis, j'avais l'impression d'avoir mal fait, d'avoir raté mon cancer.
tu vois, j'étais encore un peu dans la performance à ce moment-là. Je me disais, mais non, mais il m'avait donné un programme, mais s'il me redonne un truc, c'est qu'en fait, je comprenais pas parce qu'effectivement, tout était parti, ça avait super bien marché, il y avait plus rien dans mon corps, en fait. Il y avait plus aucune oncette de bout de tumeur dans mon corps et il voulait me redonner de la chimio, donc je comprenais pas. Et c'est tous mes soignants alternatifs, voilà. Tous ces gens, Solange, mon ostéopathe, qui m'ont encouragé, qui m'ont dit des phrases qui ont résonné dans ma tête. Et Solange m'a dit, Adeline, vous allez prendre cette chimio. Ne serait-ce que parce que il faut que dans votre esprit, vous ayez la sensation que vous avez fait absolument tout pour ne plus jamais retomber malade. Parce que là, vous êtes fatigué. Mais dans 1 an, dans 2 ans, quand vous irez mieux et qu'il y aura un petit doute dans votre tête de vous dire « Ah, c'est vrai que j'ai pas fait tout ce que le médecin m'avait dit », ça pourrait presque vous reprovoquer quelque part la maladie. Il faut que vous ayez absolument la certitude que vous avez fait tout ce qu'il faut. Et ça m'a beaucoup parlé. Je me suis dit, effectivement, si j'ai le moindre doute, j'ai un ami là en l'occurrence par exemple pour illustrer ça, il a eu un cancer de la moelle osseuse et les médecins pour le coup qui sont pas droits des fois lui ont dit ah non mais de toute façon ça reviendra votre truc hein. Donc là il est guéri, mais comme ils lui ont dit ça, et ben dans sa tête c'est gravé, tu vois. Et donc vraiment le pouvoir de l'esprit est vraiment trop fort. Et donc oui, je me suis dit il faut que j'aille jusqu'au bout mais donc c'est eux qui m'ont vraiment aidé. C'est tous ces gens voilà en parallèle. C'est ce qui t'a permis de maintenir le cap. Ouais. Et du coup là j'ai fait encore 4 mois de chimio par voie orale. Et je regrette pas du tout. Voilà, parce qu'effectivement c'est passé relativement vite, c'était pas si terrible. Et au moment où vraiment ça devenait trop dur, c'est l'oncologue qui m'a dit on arrête. C'est déjà super. Donc la mission a été accomplie quoi. Très bien, donc après, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est aussi tout un paragraphe de ton livre qui est intéressant, c'est-à-dire que évidemment, tu arrives à ton objectif, même si je devrais pas dire ça parce que tu veux plus peut-être pas prendre ces termes-là. Donc, tu arrives à la rémission. Donc, on s'imagine que tu fais une fête. C'est ça. Pour fêter ça, presque. Ouais. Et en fait, non. En fait, non. Alors, explique-nous tout ça. Le jour où je suis allée chez l'oncologue et qui m'a dit bon bah voilà c'est terminé, on se revoit pour le suivi de routine dans quelques mois. Et ben il y a un gros vide d'un coup en fait. C'est ok c'est fini et en fait c'est fini. Bah effectivement on n'a pas forcément le cœur à la fête parce que c'est un jour comme les autres. On vient de passer 1 an. En plus, on pris par la main. Faut que t'ailles là, faut que tu fasses telle prise de sang. Il y a l'infirmière qui passe. Enfin, il y a tout le temps plein de choses. Puis d'un seul coup, il se passe plus rien. Et on est censé retourner dans notre vie comme si c'était rien passé quelque part. Et ça, c'est juste impossible. Et puis, aussi, j'attendais peut-être de ce moment-là quelque chose de l'ordre de ah bah là je me sens différente, je me sens plus accomplie, etc. Ben non, parce qu'en fait j'avais tout défriché et j'étais au début du chemin et le plus dur restait encore à venir, c'est qu'il fallait l'incarner complètement dans ma vie et du coup dans ma vie de valide quoi et plus de malade et en fait ben oui j'étais un peu perdue, je savais plus comment faire quoi. Et est-ce que tu crois que il faudrait mettre des choses en place pour accompagner les personnes qui sont comme toi, qui ont vécu ce que tu as vécu? Je pense. Alors, il y a sûrement des associations qui font ça très bien et dans lesquelles on peut aller parler, des groupes de parole et tout, ça doit exister. Moi, je n'étais pas dans ce genre de choses et donc du coup, j'ai fait autrement. Ça a fini par passer. Hein, voilà. Mais le jour J était un peu particulier. Et puis après, il y a eu une phase. Donc la phase de décision courageuse, donc moi je me suis séparée, et puis une phase de crise d'adolescence après qui était assez amusante aussi, ça celle-là, parce que d'un coup on défie la vie. Hein, alors là à nouveau on a 16 ans, c'est bon, plus rien ne nous arrête. Peut-être que tout le monde ne fait pas ça, mais moi voilà j'étais vraiment posture du oui quoi. On sort, ouais, on fait ça, ouais. J'étais que dans le expérimentation. On va faire du kayak et on descend 8 mètres, ouais. Enfin non, j'ai pas fait ça, mais soit l'élastique, ouais. Non, mais disons qu'en tout cas, il y a plus grand chose. Pas grand chose qui m'arrêtait et puis assez festif, voilà, très festif, un besoin de se diluer un petit peu dans quelque chose d'un peu foufou. On s'attend peut-être on aurait pu s'attendre à ce que je dise non je me suis mis à manger du quinoa et des graines et je suis hyper healthy. Non, j'ai pas eu cette phase. Depuis ça s'est cassé, ça s'est assez voilà, ça va mieux, mais et j'étais oui, c'était en mode donc une période où tu défies un peu la vie. Ouais.
finalement, Ouais. un peu une revanche sur ce qui s'est passé. Comment ça se passe avec ton fils, ta vie perso à ce moment-là? C'est chaud parce que du coup, je me retrouve à nouveau séparée, donc avec mon fils 1 semaine sur 2. Et puis là, c'est presque schizophrénique comme vie parce que du coup, c'est la vie de maman où il faut penser aux gourdes de compote pour le goûter, à l'inscription à la maison de quartier, à ci, à ça, etc. Et là, puis d'un seul coup, puis un truc quand même un peu contraint. Et d'un coup, les semaines où je l'ai pas et où je lâche complètement les chevaux et où je fais la fête, je vois les amis, je suis tout le temps dehors. Et en même temps, c'était pas équilibré comme phase. Je m'en rendais compte. Je me suis dit, ça ne peut durer qu'un temps parce que finalement, je fuyais le fait d'être toute seule avec moi-même. C'est pour ça que le chemin, il continue et qu'on n'est qu'au début d'un chemin. C'est qu'après, je me suis dit, c'est quand même un petit peu bizarre que t'aies autant de mal à être seule face à toi-même. On va aller creuser un petit peu cette histoire-là. Donc voilà, j'ai continué à avancer. Et mais il y avait de ça, ouais. Il y avait un peu de voilà. Donc c'était très dur en fait, voilà, de juguler les deux vies. Et ça dure combien de temps ça? Bah, je dirais quelques mois, peut-être une toute petite année. Voilà, un petit peu, 8-9 mois. Donc, en fait, tu mentionnes que le cancer a été une opportunité de transformation. Donc, suite à tout ça, qu'est-ce que ça t'a apporté? Quand tu parles de transformation, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, de dire que tout doit partir du ventre et d'un élan. Eh ben, tout ce que je fais maintenant, ça part de ça. J'ai la sensation que tout est supra-aligné. Ça m'empêche pas de vivre des emmerdes, des aléas de la vie, enfin comme tout le monde en fait. Sauf que je suis beaucoup mieux outillée pour y faire face parce que tout me semble juste. Et ce qui fait que d'ailleurs quand il y a des choses qui me résistent un peu, parce qu'il y a encore des choses où j'ai pas de marge de manœuvre, on n'a pas de l'action surtout. Et là en ce moment dans ma vie, il y a quelque chose sur lequel j'ai pas d'action et c'est très frustrant pour moi, voilà, parce que j'ai envie d'avoir encore de me dire mais attends, voilà, je sais ce que je veux mais voilà, je peux rien faire, c'est très dur. Parce qu'il y a quand même une impatience qui se crée, il y a un manque de tolérance, on peut plus tolérer ce qui ne va pas. Voilà. Donc du coup tout est forcément aligné, tout est forcément juste parce que quand ça allait pas et quand je sens que quand je suis pas bien, ça peut arriver, mais du coup maintenant c'est des phases très très courtes. Immédiatement je change les choses, je fais évoluer. C'est plus jamais ça, quoi. Plus jamais se laisser à nouveau embarquer dans une vie qui serait pas la mienne, des choix qui seraient pas vraiment les miens, qui seraient pas conscients. Donc du coup, c'est ça là le principal, je crois, et peut-être plus de calme. Enfin, plus de calme. Je continue à faire beaucoup de choses, mais c'est plus serein, ouais, je dirais que c'est moins, il y a moins la course à l'épanouissement à tout prix dans l'extérieur. Voilà, il y a plus, je suis beaucoup plus à l'aise seule avec moi-même, je continue de bosser là-dessus, mais voilà, c'est moins effrayant, voilà, parce que je continue c'est comme un oignon que tu pèles, hein, tu vois, tu enlèves les couches et puis ça ne s'arrête jamais et il y a toujours une nouvelle chose à travailler. Ouais. Donc du coup, tu as une vision du bonheur et de la réussite qui est un peu différente aujourd'hui. Oui. Complet. Ouais. Oui, le bonheur doit d'abord partir de nous. Voilà, vraiment. Et il est pas dans les choses extérieures, il est dans les choses qu'on construit, mais qu'on construit parce que ça part de quelque chose qui nous ressemble, qui nous définit, qui nous fait du bien, qui nous nourrit. Et la réussite, oui, tu vois, je dois toujours et encore lutter contre cette idée de performance à tout prix. J'ai encore des petits moments en moi qui me font me dire c'est pas assez grand, c'est pas assez fort. Donc je fais attention à ça. Mais l'idée, oui, c'est de pouvoir reconnaître qu'en fait la réussite, elle est dans la qualité de vie. Moi aujourd'hui, j'ai la sensation d'être super à ma place. Et ça, en fait, ça a pas de prix. Et j'aimerais tellement que tout le monde accède à ça, cette sensation où tu sais, t'es là où tu devrais être. Et ça, c'est vraiment important. Et en fait, tu m'as confié que tu réussissais encore mieux maintenant. Ouais. C'est que tu étais plus efficace. Oui. Ah oui, alors je travaille moins et je réussis mieux. Ouais, c'est marrant. Parce qu'en fait, je pense que naturellement, je choisis des projets qui me conviennent, que j'ai une meilleure notion de ce que ça vaut réellement et de la qualité de ce que je propose. Donc du coup, je pense que je fais des meilleurs tarifs. Donc j'ai moins besoin de faire plein de dossiers pour arriver à un chiffre d'affaires similaire ou voire supérieur. Et je m'octroie du temps de repos.
C'est ça qu'effectivement je ne dis pas, c'est que j'ai arrêté tout ce qui était substance excitante, le café, etc. Tout ça, j'en prends plus. Et donc, je suis connectée à mon corps. Donc, quand je suis fatiguée, quand je suis stressée, je me repose ou je me mets en mouvement ou je fais de la méditation. En tout cas, j'essaie pas de prendre un substitut pour me permettre d'aller encore plus loin. Je fais une sieste. Voilà. Non mais voilà, j'insiste pas quoi. Si vous voulez un café de 10 minutes, c'est une sieste. Voilà, c'est une sieste. C'est quand même vachement plus ça. Et voilà. Et du coup, j'ai des fois, oui, je me dis, ouais, mais en fait, j'ai l'impression que tout est plus facile qu'avant. Mais c'est pas que c'est plus facile, c'est que c'est plus aligné, donc c'est plus juste. Donc en fait, il y a un truc plus, ouais, c'est ça, c'est évident. Et ça me permet de mieux réussir aujourd'hui. Et je peux d'autant plus le voir que je suis donc redevenue entrepreneur. Oui, puisque t'as eu une j'ai phase recréé ma boîte. Voilà. Après, j'étais salariée. Et là, de nouveau, j'ai recréé ma boîte. Ça fait 6 mois. Et donc, au début, j'avais un peu peur de ça. Je me disais, retombe pas dans les travers d'avant. Je me doutais bien que ce ne serait pas le cas avec tout le chemin parcouru, mais quand même. Et non, c'est carrément pas le cas. Et d'accepter le vide aussi. D'accepter les phases. Quand t'es entrepreneur, tu vas avoir, c'est en accordéon, tu vois, t'as des moments peut-être très occupés. Et d'autres où c'est un peu plus calme. Ouais. Et de profiter de ces temps-là pour dire, déjà, prendre soin de toi et préparer la suite, effectivement. En fait, c'est ça que tu fais de la prospection, des choses, et prépare d'autres projets, mais d'accepter le calme, tu vois, et de pas être dans l'angoisse, d'être plus en confiance, la confiance d'être à sa place et de relâcher, de lâcher, ouais, de pas essayer à tout prix de remplir le temps. Bah, c'est ça peut-être que je ne fais plus, c'est remplir l'emploi du temps à tout prix. C'est des bonnes paroles. C'est bien parce que je pense que les gens qui vont nous écouter peuvent les boire parce que c'est peut-être important d'en prendre conscience. On peut parler de ton écriture comme thérapie. Ouais. Finalement, c'est quand même quelque chose que t'as évoqué tout à l'heure. On a parlé de ton blog que t'as mis en place. Comment ça t'est venu cette idée en fait? Le blog? Ouais. En fait, je crois que je commençais à vivre des trucs tellement dingos. Je me suis dit, il faut que je l'écrive quelque part, c'est pas possible, quoi. C'est venu tout seul. Tu t'es pas forcé, en fait. Non, je l'ai fait, j'ai ouvert le truc, puis élan. Voilà, on parlait d'élan. Un pur élan. C'était dedans. Voilà, c'était complètement ça. Et puis ça fonctionnait parce que c'était ça. Et parce que c'est exactement. Ouais, et c'est pour ça que ça touchait les gens aussi parce que c'était sincère et que j'essayais pas de vendre un truc. En fait, juste je racontais des choses et puis et les gens aimaient bien. Ça les faisait marrer ou ça les faisait pleurer ou ça provoquait des émotions en fait à chaque fois. Et j'aimais bien. Moi, ça me faisait du bien de le faire tout simplement. Puis après. J'ai réalisé donc une fois en rémission et à passer ces quelques mois un peu de folie, j'ai senti quand même assez vite le besoin de raconter tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais compris et mis en place, justement cette enquête que j'avais menée sur moi-même, sur ma famille, sur mon éducation, parce que là on en a abordé qu'un petit morceau, mais en fait c'est voilà, on peut pas tout dévoiler justement, mais du coup il y a c'est une investigation quand même profonde et puis où je me suis dit ça m'a fait tellement de bien de le faire, ça m'a tellement changé la vision de la maladie et changé la vision de la suite qu'il faut que je partage quoi, et peut-être que ça fera écho chez des gens et qu'ils seront contents de piocher des idées ou de t'en inspirer, voilà. Et puis donc c'était le deuxième élan, c'était d'écrire ce livre et puis ça a fonctionné, voilà. Et tu penses que mettre des mots comme ça t'a aidé aussi à guérir? Oui, parce que quand c'est pas en nous, ça nous tourmente plus. Donc déjà le mettre à l'extérieur de soi, c'est le principe du journaling. Il y a des gens, ils ont pas forcément envie d'écrire un livre, mais déjà écrire tous les soirs ce qui nous tourmente ou les carnets de gratitude, ça c'est bien aussi. Mais juste mettre en dehors de soi quand il y a des choses qui nous vont pas. C'est comme si le nuage il sortait à travers le stylo, tu vois. Enfin, tu évacues quelque chose de toi et ça c'est vachement important. Et après moi dans le process d'écriture du livre, je me souviens que j'avais encore des épiphanies. J'avais des moments où j'écrivais, je faisais mais ouais c'était ça. C'est-à-dire que ça me faisait réfléchir encore plus, tu vois. C'était génial quoi. La thérapie vraiment par l'écrit complète quoi. Oui je réalisais des choses en écrivant. D'accord. Et comment t'as choisi le titre du livre? Il est un peu provocateur? Ouais, à la base, c'était encore pire que ça, parce que c'était un cancer, point d'interrogation, quelle chance. Et mon éditeur a dit, on va me... Alors au début, il m'a dit, on adore le titre, faut nous l'envoyer, voilà, on veut le lire, et donc ils ont dit oui. Mais après, ils se sont dit, ouais, c'est peut-être un peu trop provoque quand même, on va peut-être perdre des gens, donc ils ont rajouté le mot.
pour que ça fasse, effectivement, c'était pas plus mal, ça fasse vraiment avec effet de témoignage. Et effectivement, c'est mon point de vue, qui n'a pas valeur d'universalité. Juste, c'était. Et puis, bah après, il y a des gens qui réagissent très mal par rapport à ce titre-là. Mais en fait, c'est pas. Ouais, comment. J'entends des gens. Ouais, comment on peut dire ça et tout. Bah, je l'ai vécu de l'intérieur. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma grand-mère. C'est évidemment. C'est à la fois à prendre au second degré et à la fois pas vraiment, parce qu'en fait, oui, tu peux faire de cette maladie une opportunité de vie. C'est réel. D'une maladie, d'un burn-out, de n'importe quelle épreuve en fait de vie, tu peux en faire quelque chose de positif et pas le laisser t'anéantir encore plus que ça n'est déjà, quoi. Et donc ça, c'est le message que tu souhaites faire passer? Ouais. Oui. À travers ton livre? Oui, c'est ça, c'est ce message-là. C'est quand on se sent comme ça en détresse, en déroute, et il y a ce truc de se dire c'est injuste, pourquoi ça m'arrive, de reconnaître que ça ne nous arrive peut-être pas par hasard. Ça veut pas dire qu'on en est responsable, surtout pas. Mais ça veut dire qu'il y avait un terrain propice à ça, qu'on a mis malgré nous des choses en place pour que ça arrive, et que la vie nous a fait mettre des choses en place. En fait, on est un peu les victimes de tout un système, d'une éducation, d'un système. Et du coup, l'idée, c'est si on a eu le pouvoir de créer un peu cette maladie, de lui permettre d'émerger, ça veut dire qu'on a aussi le pouvoir de faire l'inverse. On a le pouvoir d'agir consciemment sur notre corps. On a le pouvoir de travailler sur notre alignement, de travailler sur notre bien-être, et donc d'inverser le processus. Donc c'est ça que j'ai envie de dire, et donc c'est ne restez pas dans l'idée de vous dire que c'est injuste, parce que ça c'est trop dur. En fait, si on en est là, c'est quand on est juste terrassé par la nouvelle comme ça et qu'on reste bloqué sur l'injustice, on n'avance pas. Donc ok, bon bah c'est là. Donc qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment est-ce qu'on peut transformer ça en opportunité de vrais changements, quoi? Et tu dis même qu'il faut accepter. Accepter, ouais. Ça, c'est la première chose que tu dis, c'est qu'il faut accepter finalement le fait que cette maladie fasse partie de soi. Ouais. Et c'est ce qui déjà aide, entre guillemets, à voir les choses autrement. Ouais, ça c'est la petite phrase qui est au tout début de mon livre, qu'un acupuncteur m'avait donnée il y a des années en arrière et que je comprenais pas au début. C'était « Accepte la situation telle qu'elle est et elle disparaîtra d'elle-même ». Et en fait, elle est hyper puissante, cette phrase, parce que, mais absolument pour tout, en fait, même quand il y a quelque chose qui t'irrite dans la vie, sans aller même jusqu'à la maladie, à partir du moment où tu l'acceptes, bah ok, c'est là. Ben déjà, tu t'enlèves mais 80% de l'attention autour de ça, tu vois. Et donc, bah c'est pareil, en fait. Bon, bah tu l'acceptes, c'est là. Ça veut pas dire que tu l'acceptes dans le sens où tu te laisses vivre avec ça. C'est genre, ok, c'est là. J'accepte de recevoir le message, j'accepte de comprendre que j'ai ça, j'accepte de le voir, et donc maintenant, qu'est-ce que ça vient me dire, et qu'est-ce que je peux travailler autour de ça. C'est pareil, c'est une très très belle phrase. Ok, est-ce que ton livre a été lu par des professionnels de santé? Est-ce que tu as eu un retour là-dessus ou pas? Écoute, ils l'ont eu. Est-ce qu'ils l'ont lu? Je ne sais pas. Il y en a presque aucun qui m'a dit. Les infirmières ont lu, elles ont adoré. Voilà, il y a des gens. Et puis, moi, les retours que j'ai, c'est plutôt des patientes. Alors, ce qui me stupéfie, c'est que c'est des patientes cancer du sein, comme moi, et que quand elles me voient en dédicace ou que j'entends par des amis, voilà, des retours, c'est mais c'est incroyable, c'est ma vie que vous décrivez. Et donc je me suis dit, je me suis pas complètement plantée, parce que moi, c'est aussi partie d'une intuition de ce livre, c'est que je voyais comment je fonctionnais, mais j'entendais dans les salles d'attente les femmes en même temps que moi que je voyais bien aussi très stressées, très soucieuses d'être parfaites aussi. Je me suis dit, mais il y a comme un pattern commun, voilà, un schéma en fait qu'on a l'air de reproduire un peu toutes, et particulièrement sur le cancer du sein, visiblement, quand je raconte tout ce que j'explique de ma vie, j'ai un nombre incroyable de lectrices qui se retrouvent dedans, quoi. Donc, je me dis, tiens, c'est intéressant. Il y a un truc quand même c'est pas banal, quoi. Il y a vraiment, je pense, quelque chose où on déséquilibre notre corps. Le cancer, c'est multifactoriel. On peut pas tout expliquer que par ça, mais franchement, du coup, c'est quelque part aussi, je dis pas, faites comme ça, vous allez guérir, mais je dis, si vous vous laissez cette opportunité-là, en fait, ça ne fait que du bien. Tu vois, il y a rien à perdre à faire ça. Au contraire, d'un meilleur moral, plus de combativité, plus d'entrain,
Donc en fait, c'est que bénéfique pour la suite. Et le reste après, bah moi je peux pas garantir je sais pas, ça n'a aucune valeur de résultat quoi. C'est pas une méthode que je vends, c'est juste bah voilà, moi j'ai fait ça m'a fait du bien. Et si toi ça peut t'aider à vivre mieux la maladie, à aller plus facilement vers la rémission, à te sentir plus à l'aise et à changer des choses dans ta vie qui te cassaient les pieds, ben super quoi. C'est gagné en fait au final, déjà ça c'est gagné. Exact. Très très bien. Alors du coup aujourd'hui tout va bien? Ouais. Donc, oui. 5 ans. Sourire, ça y est, 5 ans, on est en rémission. Donc, tu as quand même modifié pas mal les paramètres de ta vie, on en a parlé juste avant. Quelles sont les nouvelles habitudes ou routines que tu as adoptées pour préserver finalement ton bien-être? Ouais. Eh ben, comme je le disais, beaucoup de repos. Beaucoup de repos. J'essaie de bouger plus aussi. Alors ça, c'est vraiment un truc qui me casse les pieds pour le coup. Non, parce que je veux dire, j'aime pas faire du sport pour faire du sport, ça me saoule. Voilà, mais je me force. Parce qu'en fait, j'ai bien compris qu'aussi, alors, mon niveau de stress est considérablement retombé à 0, et donc ça, c'est chouette parce que maintenant, je sens quand je commence à stresser. Et je me rends bien compte quand même que le mouvement déstresse. Donc du coup, je m'oblige à bouger un peu tous les jours. Donc soit c'est une appli de sport en ligne et puis je fais un peu de sport, soit je vais faire du vélo, de la marche avec des copines. J'essaie de rendre ça le plus ludique possible, mais que tous les jours il y ait quand même du mouvement dans ma vie. Dans la façon de manger, j'essaie aussi de manger des choses pas trop transformées. Mais bon, à côté de ça, je bois des coups avec les copains et je mange du saucisson, quoi. Je veux dire, voilà. Ça, c'est bien. Voilà, je suis en vie, quoi. Je fais vraiment pas supra gaffe. Non, c'est vraiment des choses toutes simples. Boire beaucoup d'eau, bouger parce que ça déstresse et que ça fait du bien encore, et se reposer quand on est fatigué. Ça, c'est la base. Ça semble débile, mais en fait, c'est vraiment la base de tout, quoi. Prendre le temps de vivre? Prendre le temps de vivre, bien sûr, aussi, oui. Ah oui, être plus, se déconnecter un peu des réseaux de temps en temps, et puis juste être un peu plus dans le temps présent que dans tout le temps l'anticipation. Moi, je suis encore beaucoup comme ça, j'anticipe beaucoup, parce que je suis quelqu'un qui aime les projets, donc je me projette encore beaucoup, mais j'essaye, d'être plus, oui, puis il y a des jours, c'est l'avantage de l'entrepreneuriat, il y a des jours où genre, mon cerveau veut pas. Je sais pas, je suis pas dedans, ça va pas, mais je ne bosse pas, c'est pas grave, parce qu'en fait, je vais quand même être dans mes délais, parce que je vais rattraper. Donc les clients n'y voient que du feu, mais moi je m'oblige pas à travailler pour travailler, et je culpabilise pas de ne pas travailler, surtout, ça c'est important. Alors quels sont les projets pour l'avenir? Un 2e livre. Faut pas, c'est très bien. Oui, c'est pas un secret, c'est bien. Oui. Tant mieux. Oui. Un 2e livre, ok. Oui, là pour le coup. Je suis dessus, donc ça parle plus. En fait, c'est un peu ce que je te racontais à un moment donné sur la parentalité, la maternité, à quel point ça m'a semblé entravant et difficile et incroyablement dur, et que ça c'est un sentiment qu'on partage pour beaucoup. Et donc j'écris autour de tout ça, de comment finalement peut-on être mère et féministe à la fois, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut encore se réaliser à titre individuel en tant que femme quand on devient mère, alors qu'on sait très bien que il y a beaucoup de choses qui reposent sur nous, que voilà, donc et donc il y a toujours cette histoire d'être acteur et actrice des choses, c'est que par héritage transgénérationnel, culturel, etc., on endosse tout un tas de responsabilités qui après nous font nous sentir pas du tout alignés, pas du tout à notre place. En fait, c'est super dur, mais on accepte malgré nous, pareil, de porter des fardeaux qui sont pas les nôtres et qu'on devrait beaucoup plus partager aujourd'hui avec les papas. Donc du coup voilà, c'est aussi se dire, on fait des constats, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir mieux dans notre maternité. Voilà. Très bien. Alors moi je conseille d'aller lire ce livre rapidement. Où c'est qu'on peut le trouver, ton livre? Absolument partout. Il est dans toutes les bonnes librairies de Besançon, et puis il est achetable aussi en ligne. On va pas les citer, les grands sites. Voilà, je les saute pas. Vaut mieux aller en librairie. Allez en librairie. C'est bien. Il faut faire marcher le commerce. Oui, il faut faire marcher le commerce. Et c'est les éditions Mama Édition. Voilà. Donc très bien. Écoute, je vais te poser une dernière question. Je voudrais que tu t'adresses à la caméra. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui vient d'apprendre qu'elle est atteinte d'un cancer? C'est dur ce que tu me demandes. C'est dur, mais je pense que c'est bien. C'est un message à faire passer. Alors, si tu viens d'apprendre que tu as un cancer,
Je vais te dire, crois en ton pouvoir de rémission, crois en toi et crois en ta capacité à être capable d'accompagner tous les traitements et à t'en sortir à merveille parce que tout ira bien. Voilà. On finira notre podcast sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Adeline, d'avoir accepté cette invitation, d'avoir partagé ton histoire avec nous. Merci pour ton honnêteté, ton énergie, ton parcours inspirant. Si cet épisode vous a plu, likez, commentez, partagez et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode, un nouvel invité et je vous dis à très bientôt.